C'est l'histoire d'un héros de guerre qui dissimule un monstre. Ancien pilote de l'armée, Robert Lee Yates Jr. a terrorisé le Nord-Ouest Pacifique américain pendant près de 25 ans. Cet homme en apparence au-dessus de tout soupçon, militaire décoré, père de 5 enfants et apprécié de sa communauté, a scellé son destin de tueur en série dès l'âge de 23 ans en abattant de sang-froid un couple en train de pique-niquer. Au moins 15 autres meurtres dans l'État de Washington lui sont attribués, mais il a peut-être également tué en Allemagne où il a été posté dans les années 80. Voici l'histoire du tueur de Spokane, un meurtrier implacable qui a réussi à se rendre invisible pendant un quart de siècle. Spokane, État de Washington. 1er août 1998. Sur une artère du centre-ville surnommée La Piste, un homme de 46 ans fait monter dans sa voiture une prostituée prénommée Christine. La femme ne le sait pas encore, mais l'homme au volant est un tueur en série. Il prétendait être le contraire de ce qu'il était. Le parfait héros américain, père de famille, était en fait un obsédé sexuel qui tuait des prostituées pour son plaisir. Après avoir eu une relation sexuelle avec elle, le tueur sort son arme de poing de calibre 25 et lui tire une balle dans la tête. On a retrouvé des fragments de balles dans sa tête. Elle a frôlé la mort d'une manière incroyable. Elle s'en est miraculeusement tirée avec une simple plaie. Christine est la seule femme à survivre à une agression de Robert Lee Yates Jr. Pendant plus de 20 ans, Yates s'en prendra à des jeunes femmes vulnérables dans le Nord-Ouest Pacifique et ses environs. Lorsqu'une femme monte dans sa voiture, son destin est scellé. Yates les jetait comme de vulgaires déchets. Il s'amusait avec elles dans sa voiture, puis s'en débarrassait. Après son arrestation, ce banal père de famille américain sera reconnu coupable des meurtres de 14 jeunes femmes et d'un homme. Mais on suppose qu'il a pu en tuer beaucoup d'autres. Ce qui fait de Robert Lee Yates Jr. l'un des pires criminels au monde. Spokane, État de Washington. Pendant plus de 20 ans, entre 1975 et 1998, un tueur en série agit en liberté à travers le Nord-Ouest Pacifique des États-Unis. Le monde est sous le choc en apprenant que Robert Lee Yates Jr., un héros de guerre de 50 ans, est reconnu coupable d'avoir tué sans pitié 14 femmes et un homme. Il ne ressemblait pas à un monstre. C'était un monsieur tout-le-monde. Il était père de 5 enfants, vivait dans un quartier de classe moyenne. On le considérait comme respectable. C'était un pilote décoré de la Garde nationale des États-Unis. Il avait servi plusieurs fois dans l'armée en Allemagne et était devenu adjudant-chef. À tous les égards, c'était le héros américain par excellence. Le genre d'homme à qui on accorde tous les honneurs à son retour chez lui. Mais plus de 20 ans durant, Yates mène une terrible double vie. La nuit, c'est un tueur en série au sang-froid qui s'en prend à des jeunes femmes vulnérables, principalement dans la ville de Spokane. Le journaliste local Bill Morlin a couvert ces meurtres. Dénominateur commun à ces morts, les femmes étaient abordées dans une zone de Spokane appelée East Sprague. C'est un secteur à l'est du centre-ville aussi surnommé La Piste. Il prenait ces femmes en voiture et couchait avec elles. Dans certains cas, il prenait de la drogue avec elles. Puis, il leur tirait dessus, généralement dans la tête. La plupart des meurtres ont été commis avec une arme de poing de calibre 25. Les corps étaient souvent retrouvés dans des fossés d'écoulement ou dans des zones boisées aux abords de la ville. L'enquête portait sur la mort d'un nombre conséquent d'innocentes et le coupable était très difficile à identifier. Les habitants de Spokane étaient sur les nerfs durant toute la durée de l'enquête.
De nombreuses personnes pensaient que les enquêteurs n'en faisaient pas assez pour attraper le tueur parce que les victimes étaient des prostituées. Ce qui était faux. Les victimes étaient des êtres humains qui ne méritaient pas de mourir et nous étions déterminés à retrouver le tueur. Au début de l'enquête, Yates n'est pas suspecté. Il n'était pas sur notre radar. Rien ne nous indiquait qu'il pouvait être le tueur en série. L'histoire de ce tueur commence en 1952. Robert Lee Yates Jr. naît le 27 mai à Spokane. Il grandit dans la petite ville d'Oak Harbor, dans l'État de Washington. Le père de Robert Lee Yates travaillait sur une base navale locale en tant qu'ouvrier. Les deux hommes avaient une relation très proche. Robert l'idolâtrait. Son père entraînait une équipe de baseball d'enfants. La scolarité de Yates est on ne peut plus normale. Robert Lee Yates Jr. jouait au baseball à l'école, sans être la vedette de l'équipe. Il était bon à l'école, mais n'était pas l'élève le plus intelligent de la classe. Il était simplement moyen. Rien ne le démarquait. Rien ne laissait entrevoir que cette famille allait générer un tueur en série. Aux yeux du monde extérieur, les Yates sont une famille américaine heureuse et satisfaite. À bien des égards, la relation de Yates avec son père était tout à fait normale. On a tendance à penser que la présence d'un modèle positif suffit à empêcher les gens de développer des troubles psychiatriques graves. Mais dans son cas, ça n'a pas fonctionné. Alors il convient de s'interroger, pourquoi ? Quand les enquêteurs fouillent dans l'histoire de la famille Yates, ils font une découverte choquante. On a appris que sa grand-mère avait tué son grand-père. Cette famille avait des antécédents de violence. Non seulement sa grand-mère a tué son grand-père, mais elle l'a fait d'une manière particulièrement horrible, à la hache. Elle a ensuite été internée dans un asile psychiatrique, et ça a pu transmettre un message intergénérationnel. En l'occurrence, les femmes sont très dangereuses. Elles sont attirantes, mais elles sont très dangereuses. Outre des antécédents de violence dans la famille, Yates aurait lui-même subi un traumatisme à l'âge de 6 ans seulement. Il est courant chez les tueurs en série que la violence trouve ses racines dans la honte. Et cette honte est souvent due à un événement de l'enfance. Une chose sur laquelle l'enfant n'a aucun contrôle, mais pour laquelle il se sent jugé, rabaissé. Robert Lee Yates a été agressé sexuellement par un autre enfant, un voisin. Mais Yates garde l'agression secrète. L'incident ne sera jamais signalé à la police. Après son diplôme d'études secondaires, Yates rencontre celle qui deviendra sa première femme. En 1972, à l'âge de 20 ans, Yates et son épouse déménagent dans la petite ville de Walla Walla, dans l'État de Washington, où ils s'inscrivent à l'université. Yates passe son temps libre seul dans les bois. Il chasse, pêche et fait de la randonnée. Les parents de sa femme, des années plus tard, l'ont décrit comme un solitaire, qu'ils n'ont pas pu apprendre à connaître bien qu'il ait épousé leur fille. C'était quelqu'un d'assez renfermé, et on en revient à ce thème de l'invisibilité. Le mariage de Yates avec sa première femme se solde par un divorce après tout juste 18 mois. Mais il a déjà entamé une nouvelle relation avec une autre femme. En décembre de la même année, Yates décroche un emploi au pénitencier d'État de l'État de Washington et le premier de leurs 5 enfants naît. En juillet 1976, il se marie. Il a travaillé comme agent pénitentiaire, un emploi qui consistait à faire appliquer les règles et les règlements. Ça lui donnait un statut, du pouvoir et de l'autorité. Et c'est à cette période qu'il a commis son premier meurtre. Le 13 juillet 1975, Yates, alors âgé de 23 ans, s'entraîne à tirer sur des cibles aux abords de la ville, près de Mill Creek, quand il tombe sur 2 étudiants. Amis de longue date, Suzanne, 22 ans, et Patrick, 21 ans, sont en train de pique-niquer. Il connaissait très bien le secteur. C'était au milieu de nulle part et il était certain de ne pas être dérangé. Je pense que ça faisait un bon moment qu'il avait ce fantasme. Et il est tombé sur ces 2 jeunes universitaires et il a décidé de les tuer. C'est ce qu'il a fait. Il leur a tiré dessus de sang-froid.
Dans un éclat de rage, il a agi par instinct pur et les a abattus tous les deux. C'est inimaginable. Pourquoi a-t-il fait ça? Il y avait quelque chose de profondément déréglé dans la personnalité de Yates. Mais le meurtre de ces deux jeunes gens ne lui suffit pas. Il a allongé le corps de Suzanne sur celui de Patrick, après lui avoir retiré la plupart de ses vêtements. C'est un acte très humiliant, très dégradant. Yates abandonne les corps près d'une rivière et les recouvre d'une pile de déchets, d'un sac de couchage et d'un vieux pneu. Il les a assassinés. Et sa motivation, c'est à l'appréciation de chacun. Est-ce qu'il considérait que ces gens étaient des pécheurs qui allaient à l'encontre de sa religion? C'est de la spéculation, il n'y a aucun moyen de le savoir. Il n'a jamais parlé de ce qui l'a motivé à tuer ce jeune couple. C'est plus une escalade dans son comportement qu'un changement brutal d'attitude. Les tueurs ne se décident pas à passer à l'acte du jour au lendemain. On ne devient pas meurtrier un jour alors qu'on était jusque-là quelqu'un de très normal. Je pense qu'il devait suivre des gens et que faire du mal aux autres était un de ses fantasmes. Walla Walla, État de Washington, 1977. 2 ans après avoir assassiné 2 étudiants à Mill Creek, le tueur de 25 ans, Robert Lee Yates Jr., s'engage dans l'armée. En octobre, il décide de devenir pilote. Mais au cours de ses 18 années de service, il sera incapable de contenir ses pulsions meurtrières. On a rapporté un incident intéressant alors qu'il servait en Somalie. Il aurait abattu un cochon depuis son hélicoptère, chose qui est assez difficile à réaliser dans un véhicule aéroporté en mouvement. Et il l'a fait alors que rien ne l'y obligeait. Il voulait juste se prouver qu'il pouvait atteindre une cible de si loin. Et partout où l'adjudant Yates est stationné, les ennuis semblent suivre. Dans les régions où il était stationné, des femmes, souvent des prostituées, étaient soudain retrouvées mortes. Faute de preuves concluantes, Yates n'est jamais inquiété pour ces meurtres mystérieux. À cause du temps écoulé et faute de la technologie nécessaire, on n'a pas pu prélever d'ADN sur les victimes. Le 1er avril 1996, Yates, 44 ans, et désormais père de 5 enfants, prend une décision surprenante. Après 20 ans de bons et loyaux services, il a démissionné brusquement et est rentré à Spokane alors qu'il ne lui restait que 18 mois à accomplir pour obtenir une retraite militaire à 100%. Alors qu'il était marié et père de 5 enfants, a-t-il soudainement décidé de quitter l'armée? Je pense que c'est en lien avec un autre meurtre. En août 1995, dans le comté de Dale, en Alabama, 8 mois avant la démission de Yates, un prostitué travesti de 19 ans est abattu d'une balle dans la tête par un tireur inconnu. Son corps est jeté sur le bord de la route aux abords de Fort Rucker, une base d'aviation de l'armée où Yates se trouve alors stationné pour entraînement. Le coupable n'est jamais retrouvé, mais les spéculations vont bon train. Je pense que ce tueur inconnu était Robert Lee Yates Jr. et que c'est la raison pour laquelle il a quitté l'armée si brusquement. Il n'a pas dû supporter de tomber sur une femme qui était en fait un homme. Et je pense qu'il est devenu fou. Et c'est pour ça qu'il a si soudainement privé sa femme et sa famille des bénéfices d'une très bonne carrière militaire. Lui qui était sur le point de toucher une retraite conséquente et généreuse. Et sans crier gare, il les a tous ramenés à Spokane. Ça a été un moment charnière dans sa vie. Il savait rester très fonctionnel quand on lui imposait un cadre. Mais une fois privé de ce cadre et de ses limites, ça a forcément provoqué des changements. Bien que cela n'ait jamais été prouvé, Yates est soupçonné d'avoir commis 2 autres meurtres entre 1995 et 1996 dans l'État de Washington. Et l'année suivante, son rythme s'accélère. Il était bien décidé à tuer, spécifiquement des prostituées. Il les a choisies parce que ce sont des proies faciles et qu'elles ne manqueraient à personne. En 1997, Yates rejoint la garde nationale de l'armée de terre, espérant devenir pilote d'hélicoptère.
Il s'est engagé dans une autre carrière, toujours dans le cadre du maintien de l'ordre. Ça lui permettait de conserver du pouvoir, une force de contrôle et son statut. Mais rapidement, de mauvais résultats des examens médicaux vont venir stopper net la carrière de pilote de Yates. On lui a interdit de piloter son hélicoptère. Ça a été un moment clé pour lui. Quelqu'un le privait de sa capacité de contrôle. On décidait pour lui. Soudainement, il n'était plus aux commandes. Malgré son interdiction de piloter, il reste dans la garde nationale. Mais pour subvenir aux besoins de sa famille nombreuse, il est contraint de prendre un travail ingrat dans une usine de Spokane. Tout cela sans jamais s'arrêter de tuer. Je pense qu'il commettait ces meurtres comme autant de tentatives de reprendre le contrôle. Il se passait des choses dans sa vie dont le contrôle lui échappait. Et il voulait retrouver cette sensation de puissance. Il prend pour nouveau terrain de chasse l'artère délabrée du centre-ville de Spokane, surnommée la piste. Les prostituées étaient des cibles faciles pour Yates. Elles montaient dans son véhicule sans poser de questions. Elles discutaient juste de la somme d'argent qui serait échangée contre leurs services. Les prostituées étaient très vulnérables. La plupart d'entre elles étaient toxicomanes et elles se vendaient contre de l'argent avec lequel elles achetaient leurs drogues. Robert Lee Yates était à l'époque un visage bien connu du milieu de la prostitution de ce quartier de la ville. Il ne se contentait pas de coucher avec ces femmes. Il prenait aussi de la drogue avec elles et il faisait partie de leur communauté. Et je pense qu'elle lui faisait confiance. C'était quelqu'un qu'elle connaissait. Au cours de l'été 1997, dans le centre-ville de Spokane, Robert Lee Yates fait monter dans sa voiture Heather, 20 ans. À mon sens, les victimes ne se rendaient compte qu'il allait les tuer qu'une fraction de seconde avant le meurtre. Leur rapport se déroulait normalement, si tant est qu'on puisse considérer la prostitution comme normale. Et puis, une fois terminé, il sortait son arme et il les abattait. Yates tire une balle dans la tête d'Heather avec un pistolet de calibre 22. L'espace d'une seconde, la victime se rendait compte que quelque chose n'allait pas, et à l'instant d'après, elle était morte. Après l'avoir tuée, Yates se débarrasse de son corps sur le bord de la route. Il agissait de manière éhontée, même dans sa manière de se débarrasser des corps. En août de la même année, Yates est de retour sur la piste, à la recherche de proies faciles. Il fait monter en voiture Jennifer, 16 ans. Comme la jeune femme qui l'a précédée, son sort est scellé. Contrairement à beaucoup de tueurs en série, Yates tuait de manière instrumentale. Il couchait avec ses victimes, puis sortait son arme et leur tirait dessus. Elles mouraient presque instantanément de la main d'un homme formé à utiliser les armes de manière efficace. Il n'essayait pas de les torturer ni de les terroriser, il éliminait simplement le témoin. Il regardait les victimes expirer leur dernier souffle. Il n'était pas du genre à s'arrêter de peur que son cas s'aggrave. Il se montrait de plus en plus sadique. Après avoir tué Jennifer, Yates se prépare à déplacer son corps. Un rituel qu'il répète encore et encore. Après avoir tiré, il leur mettait un sac sur la tête pour ne pas trop salir sa voiture. Il voulait éviter que le sang coule et les sacs lui permettaient de ne pas en mettre partout. 10 jours plus tard, des fermiers locaux retrouvent le corps de Jennifer en état de décomposition avancée. Il a été jeté dans des broussailles au nord-est de Spokane. Jennifer a été retrouvée à proximité d'une ferme et d'un champ de luzerne. Il ne semblait pas s'être vraiment donné la peine de la dissimuler. Il était surtout pressé de quitter les lieux. Le même jour, des policiers font une nouvelle découverte macabre. Une autre victime de Yates. Heather se trouvait dans un champ en bordure d'un parking de la piste à East Spokane. En général, Robert Yates les enterrait partiellement. D'autres fois, il les couvrait de débris. Beaucoup d'entre elles ont été retrouvées nues ou à moitié nues, jetées comme des ordures le long de la route. C'est exactement comme ça qu'il considérait ces femmes. Pour lui, elles étaient jetables. Elles n'existaient que pour son plaisir personnel. Il se débarrassait d'elles après s'être amusé. Mais cette fois, les inspecteurs de Spokane tiennent une piste solide.
On nous a informé qu'une des victimes, Jennifer Joseph, avait été vue pour la dernière fois dans une Corvette blanche. Le 24 septembre 1997, un policier en patrouille sur la piste arrête Yates pour excès de vitesse. Un policier l'a arrêté et il a rempli un rapport. Mais à la rubrique description du véhicule, au lieu de noter Corvette, il a noté CAM, apparemment diminutif de Camaro. L'agent de police s'est trompé en relevant le modèle de la voiture et Robert Lee Yates leur a ainsi filé entre les doigts. Plus tard cet automne, toujours sur la piste, Yates embarque Darla, une prostituée de 28 ans. Il prenait ces femmes, leur tirait une balle dans la tête et enterrait leur corps. Il agissait de manière très froide, un peu à la manière d'un bourreau. Le corps de Darla est retrouvé le 5 novembre 1997, 15 km au sud du centre-ville de Spokane, sur une route de campagne. Je me suis rendu sur le lieu où on a retrouvé le corps de Darla. Elle avait été jetée dans des buissons derrière des arbres et avait roulé au pied d'une pente, pas très loin de la petite route de Hangman sur laquelle je fais souvent du vélo. Quand j'y repasse, j'y repense toujours et je suis de tout cœur avec elle et sa famille. Elle a vraiment été traitée comme un déchet après avoir été tuée. En décembre de la même année, Yates poursuit sa tuerie 450 km à l'est, à Tacoma, un secteur qu'il connaît bien. En tant que pilote de la garde nationale de l'armée, il était basé à Spokane. Mais certains week-ends, il se rendait à l'autre bout de l'État de Washington, près de Tacoma, où étaient organisées des manœuvres. Le 6 décembre, il choisit sa prochaine victime. Il fait monter dans sa voiture Melinda, une prostituée de 34 ans. Robert Lee Yates ne ciblait pas uniquement des secteurs qu'il connaissait bien. Il lui arrivait aussi de commettre ses crimes dans des endroits un peu moins familiers. Et le meurtre de Melinda a coïncidé à une date à laquelle il se trouvait à Tacoma. Le corps de Melinda est retrouvé le lendemain, jeté sur un terrain vague, près d'une voie ferrée. Je pense qu'à ce stade, il est devenu arrogant. Comme il n'avait encore jamais été pris, il a pris plaisir à aller un peu plus loin. C'est assez fréquent chez les tueurs en série. Ils ont souvent tendance à s'ennuyer et ont besoin de stimulation, de varier un peu les choses. Et je pense que c'est pour ça qu'il a décidé de tuer loin de l'endroit où il avait ses repères. À la fin de l'année 1997, le tueur en série âgé de 45 ans a déjà tué par balle au moins 12 innocents, pour la plupart des jeunes femmes vulnérables. Le fait que les prostituées de cette région aient continué de travailler, bien qu'elles savaient que leurs amis et leurs connaissances étaient assassinés par un tueur en série, montre à quel point ces femmes vivent dans des circonstances désespérées. Elles doivent travailler dans la rue et gagner de l'argent, souvent pour satisfaire leur dépendance à la drogue. Le 22 décembre 1997, la police met sur pied une unité spéciale à Spokane pour appréhender le tueur en série qui terrorise le nord-ouest pacifique américain. Car même en période de fête, les meurtres se poursuivent sans relâche. Robert Lee Yates a assassiné Sonny pendant la période de Noël 1997, alors que la plupart des gens passaient les fêtes avec leur famille. Ça montre vraiment que les tueurs en série ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent pas pour les fêtes. Ils veulent continuer à tuer parce qu'ils aiment ça. Et ça leur octroie du pouvoir et du contrôle. Le lendemain de Noël, la police découvre les corps sans vie de 2 nouvelles femmes. Les 2 corps sont retrouvés dans la ville de Spokane. Les corps de Laurel et de Shawn étaient retrouvés en même temps. Laurel a reçu une balle dans la tête et a été jetée comme un vulgaire déchet. Shawn a également été victime de Robert Lee Yates. Je pense qu'il est devenu un peu arrogant, voire un peu négligent au moment de son meurtre. Après l'avoir tué, il a placé un sac plastique sur sa tête, sac sur lequel on a retrouvé une empreinte qui s'est révélée être la sienne. Il prenait de plus en plus confiance et multipliait les risques, ce qui l'a conduit à faire des erreurs. La peur gagne les habitants de la région à mesure que les meurtres se poursuivent dans le nord-ouest pacifique. À la fin des années 1990, une douzaine de prostituées étaient mortes et on n'avait toujours pas arrêté le tueur. La rumeur se répandait qu'on avait un tueur en série parmi nous, il fallait mettre fin à ça.
Ces crimes ont eu un impact considérable sur la communauté. On parle de quelqu'un de très banal, d'une personne normale, invisible même, pour tout vous dire. Quelqu'un qui ne se démarquait en rien et qui a pourtant été capable de faire des dégâts considérables au sein de cette communauté. En janvier 1998, le nombre d'affaires de meurtres non résolus à Spokane a encore considérablement augmenté. On fait appel au FBI pour aider l'unité spéciale de Spokane à appréhender le tueur. L'unité spéciale de Spokane a examiné des centaines de pistes dès le départ, puis des milliers. Certaines d'entre elles nous menaient dans d'autres États, d'autres pays. Donc on a demandé le renfort du FBI. L'agent Norman Brown est l'agent de liaison du FBI chargé de coordonner le travail et les ressources avec l'unité de recherche du tueur en série de Spokane. Ce genre d'affaire est compliqué à traiter parce qu'on sait que des femmes continueront d'être tuées tant qu'on n'aura pas identifié le tueur en série. On voulait le trouver au plus vite. Les enquêteurs prenaient leur tâche très à cœur. J'ai passé plus d'une centaine d'heures à suivre des pistes et à aider l'unité spéciale. C'était complexe. On essayait de comprendre pourquoi le tueur choisissait ces endroits pour se débarrasser des corps. En général, on les retrouvait dans des champs ou des zones boisées, même si certains corps ont été retrouvés en ville. Le 19 janvier 1998, l'unité spéciale parraine une veillée à la chandelle en l'honneur des nombreuses femmes assassinées dans les rues de Spokane, dans l'espoir de collecter plus d'informations sur le tueur. La population était indignée. Les gens considéraient que les autorités policières ne leur accordaient pas assez d'attention en raison de l'identité des victimes. Il y avait des veillées que des policiers en civil infiltraient pour savoir qui venait y assister. Mais aucune autre piste n'apparaît. 4 mois plus tard, Yates vend sa Corvette blanche, la voiture dans laquelle il avait été arrêté par la police pour excès de vitesse sur la piste l'année précédente. Il retourne rôder sur son terrain de chasse favori, à bord d'une grande camionnette noire. Robert Lee Yates est vraiment l'incarnation du tueur en série arrogant et narcissique, qui connaît à la perfection son terrain de chasse. Il s'est même acheté un véhicule destiné à ses activités sexuelles. Il avait une grande confiance dans ce qu'il faisait. Il agissait à la vue de tous. C'était presque comme s'il provoquait la police en leur disant « Regardez-moi tous, regardez ce que je fais. Vous êtes incapables de m'arrêter. » En mai 1998, au centre-ville, Yates fait monter Melody, 43 ans, dans sa camionnette. Comme pour ses victimes précédentes, il suit la même routine mortelle. Après avoir eu des rapports avec elle, il la tue. Peu de temps après, Melody est portée disparue par sa famille. Mais même avec l'aide du FBI, l'unité spéciale ne parvient pas à localiser son corps. Melody avait disparu depuis des jours, des semaines, puis des mois. Des témoignages la situaient auprès de sa sœur dans le Minnesota ou travaillant sur les routes du Tennessee et même vendant de la drogue en Californie. Mais toutes ces pistes ont capoté. Elle semblait avoir totalement disparu. Peu de temps après le meurtre de Melody, le tueur, trop sûr de lui, se met à enchaîner les erreurs. En juillet de la même année, Yates fait monter dans sa voiture Micheline, 47 ans, en ville. Cette fois, Yates enterre son corps à proximité, à un pâté de maison de l'usine de Spokane, où il travaille. Le corps de Micheline a été retrouvé près du lieu de travail de Yates. Et ça montre à quel point il devenait arrogant et prenait confiance dans ses meurtres. Très souvent, les tueurs en série marquent une séparation nette entre leur vie professionnelle, leur vie familiale et leur meurtre. Mais chez Yates, tout ça commençait à fusionner. La police interroge des employés de l'usine, y compris Yates. Mais rien ne le relie au meurtre, et les interrogatoires en restent là. Il a été interrogé au sujet de la découverte de ce corps. Quelque chose me dit que ça a dû beaucoup lui plaire. Il a probablement beaucoup aimé que la police lui pose des questions, en sachant très bien que c'était lui qu'il recherchait.
Comme beaucoup de tueurs en série, il a commencé lentement, puis est monté en puissance. La fréquence et le nombre de ses meurtres a augmenté de manière exponentielle. Il y a aussi une autre évolution avec le temps. Il s'est mis à faire de moins en moins d'efforts pour dissimuler les corps. Mais la chance de Yates est sur le point de tourner. Le 1er août 1998, il fait monter dans sa camionnette une autre prostituée, Christine Smith, dans le centre de Spokane. Christine Smith est montée dans le fourgon de Robert Yates. Elle a commencé à lui faire une fellation et pendant cet acte, elle a ressenti un coup violent sur sa tête. Elle est immédiatement descendue et s'est enfuie. C'était comme un gros coup sur le côté et elle n'a pas tout de suite réalisé qu'on lui avait tiré dessus. Elle n'avait qu'une blessure superficielle près de l'oreille. Le cas de Christine Smith est absolument stupéfiant. Elle pensait avoir reçu un coup de couteau. Elle a réussi à s'échapper de la voiture et est allée chercher de l'aide auprès des passants. On tenait enfin un témoin survivant qui pouvait identifier le tueur. Ce n'était qu'une question de temps avant que la police ne le capture. Bien que Christine lui ait échappé, Yates est incapable de résister à son envie de tuer. En septembre, il repart de nouveau à la chasse. Connie, prostituée, sera sa prochaine victime. Son corps est retrouvé des semaines plus tard par un chien policier au pied d'un talus dans la ville de Tacoma, comté de Pierce. On continuait de retrouver des femmes mortes, pour la plupart prostituées. C'était le point commun entre ces victimes. On avait du mal à trouver des informations sur elles, mais on les retrouvait mortes à un rythme effréné. Et souvent, ces affaires donnaient tout juste lieu à un petit sujet au JT du soir ou à une brève dans la presse. Le mois suivant, Yates repasse à l'action sur son terrain de chasse préféré, la piste. Le 10 novembre 1998, il fait monter en voiture Jennifer, une prostituée. Mais avant de pouvoir passer à l'acte, ils sont arrêtés par la police qui contrôle Yates. Un policier l'a arrêté et il a rédigé un rapport pour activité suspecte. Yates était accompagné d'une jeune femme dans sa voiture, mais aucune infraction ne permettait de l'interpeller sur le champ. Le policier a donc simplement fait son rapport. Cette rencontre avec la police sauve la vie de Jennifer. Yates la dépose immédiatement quelques rues plus loin. Spokane, État de Washington, 1999. Après presque 30 ans, Robert Lee Yates Jr., le tueur en série responsable d'au moins 13 meurtres, est toujours en liberté. Après l'avoir interrogé à 2 reprises l'année précédente, la police découvre qu'il a par le passé possédé une Corvette blanche, un modèle de voiture lié à l'une des victimes retrouvées en 1997. Un témoin a vu Jennifer Joseph monter dans une Corvette blanche le soir d'été où elle a disparu. C'est un véhicule très reconnaissable qu'on ne confond pas avec un autre. Et ça va se révéler très important pour établir la culpabilité de Robert Lee Yates. Le 15 septembre 1999, Yates, 47 ans, est convoqué au commissariat pour y être interrogé. Convoqué par la police, Yates n'a pas pu leur dire où il se trouvait à certaines dates clés. Une chose en particulier va jouer en sa défaveur. La police, en lui présentant les preuves, lui a dit « Une Camaro blanche a été repérée sur les lieux ». Et Yates les a corrigés. Non, ce n'était pas une Camaro, c'était une Corvette. Cet aveu de Yates est une percée dans l'enquête, mais cela ne suffit pas pour l'arrêter. La police a besoin de plus de preuves pour le relier au meurtre de l'État de Washington. Yates est libéré le jour même. L'unité spéciale obtient un mandat de perquisition et se lance à la recherche du nouveau propriétaire de la Corvette blanche de 1977 que Yates a revendue. Ils ont épluché les immatriculations de toutes les Corvettes blanches des États de l'Idaho, de Washington et des alentours. Et ils ont fini par retrouver la Corvette que Robert Yates avait possédée par le passé. L'unité spéciale réquisitionne l'ancienne Corvette blanche de Yates et la soumet à un examen scientifique. Les enquêteurs ont pu y collecter des preuves reliant Yates au meurtre de l'une des prostituées. Une des victimes, Jennifer Joseph, avait des fibres de tapis sur le corps. En analysant cette voiture, ils y ont trouvé le même type de textile de tapis que sur Jennifer.
Jennifer Joseph a été assassinée 2 ans plus tôt et son corps a été retrouvé dans un champ de luzerne au nord-est de Spokane. Les enquêteurs ont méticuleusement démonté la corvette et ils ont retrouvé un petit bouton qui correspondait aux vêtements portés par Jennifer Joseph. Ils ont donc su qu'elle était montée dans ce véhicule avant sa mort. Les enquêteurs y retrouvent également un certain nombre de taches de sang. Après analyse, ils découvrent qu'il correspond à l'ADN de Jennifer. Elle avait donc été tuée dans ce véhicule avant d'être jetée dans un champ au nord-est de Spokane. Toutes les preuves commençaient à correspondre et les menaient directement à Robert Lee Yates. L'unité spéciale obtient un mandat d'arrêt contre Yates. Les enquêteurs ont demandé un mandat d'arrêt parce qu'ils étaient sûrs de sa culpabilité. Le 17 avril 2000, l'unité spéciale place Yates sous surveillance 24 heures sur 24. La police surveillait son domicile familial pour s'assurer qu'il était bien présent. Et quand il est sorti pour aller travailler, le lendemain matin à 6 heures, ils sont passés à l'action et l'ont arrêté. Le même jour, les enquêteurs fouillent la maison à la recherche d'autres preuves. Immédiatement après son arrestation, un échantillon d'ADN de Yates est prélevé et comparé à des échantillons appartenant à plusieurs victimes de meurtre retrouvées entre 1996 et 1998. Les résultats des tests ADN nous sont parvenus en fin d'après-midi. Je me souviens qu'on était au domicile des Yates à poursuivre nos recherches quand on a appris que l'ADN de Robert Yates correspondait. On avait retrouvé le même ADN sur au moins 8 des victimes. On avait affaire à un tueur en série. Tous les enquêteurs ont été très heureux. On était même fous de joie. Le lendemain de l'arrestation de Yates, un article est publié dans un journal à ce sujet. En le lisant, l'ancienne prostituée Christine Smith reconnaît immédiatement en Yates l'homme qui lui a tiré dessus à l'arrière de sa camionnette en août 1998. Au moment de l'incident, elle pensait avoir reçu un coup de couteau et l'avait signalé à la police. Ce n'est que quelques années plus tard, en se rendant à l'hôpital suite à un accident de voiture, qu'ils ont découvert un éclat de balle dans sa tête. Elle a alors compris qu'on lui avait tiré dessus, que ce n'était pas un coup de couteau. Il avait pointé une arme sur sa tête et avait appuyé sur la détente. Et cette personne était Robert Lee Yates. Elle a réalisé qu'elle aurait pu être une de ses victimes. Le témoignage de Christine permet à la police de rassembler les pièces du puzzle. Son intervention a été déterminante pour l'unité spéciale. Elle s'est présentée et a fourni des informations aux forces de l'ordre. On tenait enfin une victime de Robert Yates qui lui avait survécu et qui pouvait témoigner contre lui. Un mois plus tard, en mai 2000, des enquêteurs fouillent méticuleusement la camionnette noire de Yates. Ils y découvrent le sang de 2 autres victimes, 3 orifices de balles et des balles et débris de balles contenant l'ADN de Christine. Quand l'unité spéciale a pu rencontrer Christine, on lui a extrait le fragment de balle, dont l'analyse a prouvé qu'elle avait été tirée par l'arme utilisée dans certains des autres meurtres. En fouillant le domicile de Yates, les enquêteurs découvrent les armes des crimes. Il utilisait des armes de poing. Certaines victimes ont été tuées avec un calibre 22, mais la plupart l'ont été avec une arme de poing de calibre 25. L'unité spéciale dispose maintenant de suffisamment de preuves pour faire inculper Yates d'un total de 13 meurtres et de tentatives de meurtre sur Christine Smith. En octobre 2000, devant la Cour supérieure de Spokane, Robert Lee Yates est notifié de ses accusations. Devant une salle comble, le tueur en série se présente à la barre et surprend tout le monde. À la surprise générale, Yates a plaidé coupable des 13 chefs d'accusation de meurtre et de celui de tentative de meurtre. Le tueur impitoyable évite le procès en plaidant coupable pour ses meurtres. Robert Lee Yates a passé un accord avec le procureur. Il a avoué 13 meurtres et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération anticipée. Dans le cadre de l'accord, Yates révèle un horrible secret. Robert Yates a accepté de révéler l'emplacement du corps de Melinda. Ni la famille de la victime ni les enquêteurs ne savaient où il se trouvait. Il a accepté de nous conduire à son corps. À l'aide d'une carte dessinée à la main par Yates,
l'unité spéciale creuse une zone devant la façade est de la maison du tueur. Son corps a été retrouvé enterré dans le jardin de Robert Yates. C'était son trophée, pour ainsi dire. C'était horrifiant. Quand les enquêteurs ont fouillé l'intérieur de la maison, personne n'avait jamais imaginé qu'elle serait enterrée juste devant la chambre à coucher. On a été surpris et dégoûtés de découvrir qu'il avait fait une chose pareille. Il voulait pouvoir surveiller le corps de cette victime, avoir un contrôle sur cette scène de crime. Il y a clairement une sorte d'excitation sadique là-dedans. Il a enterré le corps dans son jardin, juste devant la chambre où il dormait avec sa femme. L'accord négocié par Yates lui permet d'éviter la peine de mort. Il avait un atout fort entre ses mains. En dévoilant l'endroit où se trouvait le corps de la victime, il écopait de la perpétuité plutôt que de la peine de mort. Les enquêteurs, y compris moi-même, estimaient qu'il aurait dû être condamné à mort. Si la peine de mort ne s'applique pas à cet homme, alors à qui ? Il a été condamné à 408 ans de prison pour ses meurtres. En 2002, les procureurs du comté de Pierce inculpent Robert Lee Yates de 2 autres meurtres, ceux de Melinda en 1997 et de Connie en 1998. Yates a tué les 2 femmes dans le comté de Pierce, État de Washington. En 2002, il a été reconnu coupable d'autres meurtres. Il a été condamné à la peine de mort. En octobre 2002, Yates est condamné à mort par injection létale. Mais l'État de Washington a désormais aboli la peine capitale. Par conséquent, Yates purge actuellement une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée, au pénitencier d'État de Washington, à Walla Walla. Ironie du sort, il est maintenant incarcéré dans l'établissement même où il a été surveillant 25 ans plus tôt. Une fin appropriée pour cet ignoble meurtrier. Le plus stupéfiant dans cette affaire, c'est qu'il avait l'apparence du voisin lambda. Ce n'était pas une bête de foire, un psychopathe ou un délinquant sexuel fiché. C'était un père de famille qui vivait dans un quartier de classe moyenne, un ancien militaire, une apparence en tout point ordinaire. Il ne ressemblait pas à un monstre. C'était un monsieur tout le monde. Et cette banalité a joué en sa faveur dans son parcours de tueur en série. Condamné pour 15 meurtres de sang-froid, le tueur en série de Spokane est soupçonné d'avoir fait bien d'autres victimes qui ne lui ont jamais été attribuées. Ce qui fait de Robert Lee Yates Jr. l'un des tueurs les plus maléfiques au monde.